dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Ce soir, c'est la 70e. Et pour la 70e, nous sommes en direct de Londres. Nous avons la joie d'accueillir Lucie Paille, qui a sorti le 5 mars dernier un roman qui s'appelle Les Cœurs inquiets aux éditions Gallimard. Et pour l'interroger ce soir, nous avons Isabelle Lemarchand de la librairie La Page. Nous avons aussi deux librairies partenaires qui se sont jointes à nous. Il y a la librairie aux Lettres de Montmoulin à Nîmes, donc nous saluons tous les amis de Nîmes. Nous avons aussi la librairie Bisset à Mulhouse. Donc je vais rappeler, avant de vous laisser la parole, mesdames, que les spectateurs, lecteurs peuvent poser des questions à Lucie par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet en dessous, en bas, où il y a marqué converser, et je me ferai un plaisir de venir poser des questions à Lucie en fin de rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Si vous avez le moindre souci, vous levez la main et j'interviendrai. À tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Bonsoir Isabelle. C'est vraiment une grande joie qu'on se parle ce soir. Et merci à Frédéric de Guelt pour ces rencontres en ligne merveilleuses grâce à un endroit où aller. Je suis ravie de présenter ce soir, enfin que tu nous présentes ce soir ton livre extraordinaire qui est un premier roman qui est sorti chez Gallimard au mois de mars dernier. On a eu la chance à Londres de pouvoir le découvrir vite avant le lockdown, donc on a eu le temps d'en faire un bel événement. Donc il y a déjà eu un petit retentissement à Londres. C'est un roman magnifique, c'est un roman plein de sensibilité qui parle d'amour. Je vais te le laisser présenter. Alors, je vais essayer de ne pas trop déflorer l'intrigue, mais pour faire simple, c'est avant tout une narration alternée entre une femme et un homme. Ce sont donc deux vies parallèles qui sont traversées toutes deux par des points communs, notamment une inquiétude, l'absence et une quête de vérité. Sans en dire trop, je crois qu'on va évidemment, le lecteur va se demander quel est le lien entre ces deux récits. Il va le découvrir progressivement. Tu parlais de l'amour. L'amour est en effet extrêmement important et avec deux facettes qui est l'amour donné, mais aussi l'amour absent, l'amour qu'on ne reçoit pas. Voilà, donc je dirais que c'est le trait d'union peut-être principal entre ces deux personnages et on comprend peu à peu pourquoi et comment. Voilà. Alors, ces deux personnages, il y a une femme qui est une mère avant tout. Elle s'adresse donc sous forme de lettre à son fils. Et puis, il y a ce peintre contemporain qui essaye de peindre, qui est assez prolixe, qui a déjà exposé une fois, et puis qui est vraiment dans son processus de création. Est-ce que ces deux sujets principaux, d'où est venue l'idée de ce roman, l'idée de ces personnages Alors, c'est probablement la part la plus mystérieuse de l'écriture, qui est comment vient l'idée. Je serais incapable de répondre à cette question, je suis désolée. Elle vient pour ma part, en tout cas, elle vient quand je m'assieds et je commence d'écrire. Et le peintre, donc l'homme, est apparu d'abord. Et il a suffi que je me laisse guider par lui et que j'apprenne à l'écouter et à le découvrir. Et il est vraiment venu vers moi et il est venu avec une faille qu'il portait. Et de cette faille est né le récit de la femme en contrepoint qui lui fait écho et en jeu de miroir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu une idée, il n'y a pas eu un matin où je me suis dit, je sais que je vais écrire là-dessus. Il y a eu avant tout un personnage qui est sorti de la brume, qui a marché vers moi et que j'ai découvert petit à petit et dont j'ai appris à connaître l'histoire et dont que j'ai essayé de raconter le plus fidèlement possible. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu dis correspond exactement à son processus de création à lui, puisque ce peintre, tout au long du livre, est en train de dessiner. En fait, il a déjà eu beaucoup de succès, il est en train de peindre et il a un visage de femme qu'il a en tête, qu'il perçoit par flash, où on a l'impression qu'il le voit dans la fenêtre en face de lui, chez sa voisine d'en face. Il y a plein de petites touches qui ont l'air de l'amener vers un personnage féminin. Et en fait, lui aussi se sent guidé par une femme, se sent guidé par quelqu'un pour arriver à sa peinture.
Oui, c'est très juste ce que tu dis. Je pense que parce que c'est mon premier roman, j'avais besoin, en l'écrivant, de réfléchir à ce que signifiait d'écrire. Donc, le peintre et sa quête est aussi celle que je mène en tant qu'écrivain. Donc, il y a une véritable mise en abîme. Je ne peux pas dire qu'elle a été consciente lors du processus de l'écriture. Je peux la comprendre a posteriori, comme beaucoup de choses. Souvent, les gens me disent, mais me demandent d'où vient cette histoire. Est-ce que ce sont des faits réels qui t'ont inspiré? Non, je sais qu'il y a des éléments biographiques qui se sont glissés parmi les thèmes qui sont traités. Mais je ne peux le dire qu'a posteriori. Mais il y a en effet, cette mise en abîme, cette réflexion que je mène en tant qu'écrivain et qui est proche de celle que mène ce peintre en train de… Alors lui, ça n'est pas sa première exposition, c'est sa deuxième. Mais il est en effet en train d'essayer de chercher, de trouver… oui, c'est une quête infinie. Et l'écriture, pour moi, a été ça. Je pense qu'elle continuera de l'être. Mais ce que probablement ma découverte en écrivant ce premier roman, ça a été ça. Ça a été cette quête infinie et cette exigence perpétuelle d'arriver à aller chercher ce qu'on a à dire, dont on ignore ce qu'il est, et ensuite de le transcrire ou le traduire le plus fidèlement possible. Et c'est ce que fait sans cesse, c'est ce que tente sans cesse de faire le peintre, avec beaucoup de courage et d'acharnement et parfois d'aveuglement. Il n'est pas toujours maître de ce qu'il fait. Absolument. C'est un roman qui parle donc beaucoup d'amour comme la part manquante aussi quelque part. C'est un roman avec l'amour en creux en fait. Il est beaucoup question d'amour maternel, de l'amour du couple, mais d'amour maternel et de secret en fait. Il y a un secret très important dans ce livre. Est-ce que cette histoire de secret, de quête de vérité, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été assez facile à faire venir ou est-ce que… Je pense que ça a dû s'imposer aussi dans le cadre de ma réflexion sur ce que signifiait, enfin réflexion inconsciente lors du processus, sur ce que signifiait l'écriture et ce que signifiait l'art. Mon parcours personnel a beaucoup gravité autour du monde culturel et du secteur artistique. Et ce qui me touche beaucoup dans le travail des artistes et ce qui me touche dans l'écriture, c'est cette quête de vérité et ce besoin d'aller chercher au-delà du secret. Ce qui est particulier avec ce personnage, en effet, c'est qu'il porte un secret et une interdiction, tu parlais d'amour, et une interdiction d'aimer. Et là, on tombe dans le sujet de la résilience. La seule façon qu'il trouve de réparer ce traumatisme lié à cette interdiction d'aimer et cette absence d'amour dont il a souffert dans son enfance, c'est la peinture. Et donc, la peinture devient et c'est là on touche à l'élément plus biographique ou plus personnel, et la peinture, comme l'écriture, devient le moyen de se réconcilier avec ça et d'y donner du sens. Non pas que forcément qu'on trouve ce qu'il y a derrière le secret. Et ça, je ne vous dis pas si à la fin du roman on le sait ou pas, mais en tout cas, en anglais on dit come to terms with, d'accepter, d'arriver à vivre avec le poids du secret et de l'interdiction. Voilà. Ce qui est fait de façon d'ailleurs très douloureuse, mais en fait on sent vraiment que l'essentiel n'est pas de transmettre de la douleur dans le futur. On sent vraiment qu'il y a une réconciliation qui est faite. L'objectif de la femme dans ce qu'elle laisse. Oui, j'ai l'impression qu'on en parle de façon très très sérieuse et un peu dramatique. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on désamorce un peu ça. C'est avant tout un grand message d'amour. Alors il y a des choses violentes dans ce qu'a vécu cet homme, et c'est là-dessus que l'art joue son rôle sublimateur. Mais
mais il y a aussi beaucoup d'espoir et c'est un travail de reconstruction. Et d'un côté, à la fois du côté de la femme qui écrit et dans le monde où évolue le peintre avec son travail de peintre, mais aussi avec les personnages qui l'environnent. Il y a deux personnages principaux, le galeriste et sa compagne, petite amie, Ariane, voilà, qui a un prénom mythologique parce qu'elle est, c'est évidemment facile à dire pour Ariane, mais elle est un peu le guide, mais avec beaucoup de douceur. Je crois que mon roman est aussi un hommage aux femmes, sous toutes leurs facettes, et notamment à leur capacité d'aimer avec intuition et comment dire, et générosité pure et altruisme. Ça peut friser parfois le défaut ou le danger, mais je crois que beaucoup de femmes ont cette capacité-là, et c'est le cas notamment du personnage d'Ariane, et qui, avec beaucoup de prudence et d'intuition, avec toujours le mot juste, qu'il soit dit ou retenu, ou ça peut être le silence juste aussi, arrive à aiguiller ce peintre, ou en tout cas elle lui sert pas vraiment de garde-fou, je dirais, mais oui, elle l'accompagne. Elle comble quelque chose chez lui. Elle comble quand même elle essaye de combler un peu cette part manquante, et en fait, elle s'y prend vraiment très bien. Elle a beaucoup d'intuition et elle devine un peu ce dont il a besoin. Elle comble cette part manquante, et le problème, c'est qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on l'aide, il ne veut pas combler cette part, cette part manquante, cette faille, il ne veut même pas la voir. Et l'art le force à la mettre en peinture, mais il refuse d'en parler, il refuse de... Donc c'est un travail difficile aussi bien pour Ariane que pour le galeriste d'ailleurs, qui l'accompagne un peu plus maladroitement, mais avec aussi beaucoup d'intelligence à sa façon. Difficile d'accompagner un artiste tourmenté. Et il faut à la fois un peu de brusquerie et beaucoup d'intuition et voilà, et probablement de générosité ou d'altruisme. Oui. C'est drôle parce que, sans vouloir reparler sur l'aspect autobiographique, de ce que tu peux porter de toi-même dans ce roman, il y a une personne qui dit « je », qui nous est assez facile de comprendre puisque c'est la femme, etc. Et puis il y a ce peintre, et en fait tu te mets complètement dans la peau de ce peintre. Comment on se met si bien dans la peau d'un homme et ensuite dans la peau du peintre, parce que tout ce côté artistique est assez extraordinaire. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile, paradoxalement, de me mettre dans la peau d'un homme et dans la peau du peintre que dans la peau de la femme. Peut-être parce qu'on a des barrières et qu'on se protège. Et notamment, alors ces barrières se lèvent probablement quand on écrit les romans suivants, mais au premier roman, et là aussi c'est une question de personnalité, je serais incapable d'écrire de l'autofiction. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais, non, ça n'a absolument pas été difficile. Je me rappelle à 15-16 ans avoir posé la même question je crois que c'était Yves Bonnefoy, ou comment fait-on pour se glisser dans la peau du sexe opposé? Et non, on se glisse avant tout dans la peau d'une âme, d'un homme ou d'une femme, et ça ne fait pas, à moins que je me sois, enfin, et peut-être les hommes me diront que je me suis trompée. Pour l'instant, aucun homme ne m'a dit que je m'étais trompée et que mon homme n'était pas du tout masculin ou sonnait comme une femme. Mais non, ça n'a absolument pas été difficile. C'est en un sens, merci de ta question, mais en un sens, c'est une fausse question. C'est un faux problème plutôt. Parce qu'on te sent parler à travers lui. C'est vraiment un roman des femmes, c'est vraiment un roman qui rend hommage aux femmes. Qui rend hommage aux femmes et qui rend hommage à l'art. On imagine que tu as été encore plus que d'habitude, non, une souris de musée, non, pendant tout le temps de l'écriture. Un rat de bibliothèque et une souris de musée, oui. On est hanté par Hopper, par Van Eyck, etc. Est-ce que tout ça, comment vient cet univers? Alors, plusieurs choses. Je crois que, et j'avais aussi envie de ça en littérature, c'est ce que j'aime aussi en littérature. Oui, je suis une souris de musée, et les tableaux sont souvent, quand j'ai
quand j'ai un chagrin ou quand j'ai une contrariété. Je sais que, et du coup, le confinement était douloureux pour ça aussi. Je vais dans un musée, je passe un moment en compagnie de tableaux et j'en sors à chaque fois apaisée. On peut faire la même chose avec un roman, mais le roman, avec la lecture est plus intellectuelle, tandis que l'œuvre est plus, le contact avec l'œuvre picturale ou sculpturale est plus intuitive et elle est plus, il y a une forme de corps à corps, elle est plus incarnée, plus charnelle et je la trouve en un sens plus réconfortante et plus apaisante. Donc, mais je ne sais même plus quelle était la question, mais je sais que tu as parlé de Vanek et de Hopper, ce que j'aime en art, ce que j'aime en présence d'une œuvre d'art, c'est ce qu'elle fait vibrer en moi, c'est la façon dont elle me permet de me sentir à la fois plus intelligente et plus humaine, mais c'est aussi le dialogue qui s'établit avec l'univers de l'artiste. Et c'est probablement pour ça que c'est un palliatif à ma solitude de temps en temps. Isabelle, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Ah, je crois que la liaison n'est pas bonne. Ah. Moi, tout va bien. Moi aussi. Dans le doute, peut-être. On continue? Je continue dans le doute. Je continue dans le doute et on recommencera. Okay. Voilà, et les gens reprendront. Tout va bien, continuez. Ok, on continue. Donc, j'avais envie, dans ce roman, de traduire l'émotion que j'éprouve face à un tableau. Et j'avais envie qu'on vibre de la même manière, à la fois que le peintre en train de créer son œuvre, mais aussi à la manière dont on peut avoir un coup de foudre ou une émotion artistique violente, ou dont on peut résoudre des choses qu'on ne comprend pas en soi ou qui ne sont pas encore élaborées face à une œuvre d'art. Et j'espère que mon livre explore ça et j'espère aussi qu'il arrive à procurer le même sentiment, la même impression. Et alors je parle en effet de Vanek parce que le tableau, le portrait des époux Arnolfini joue un rôle essentiel dans le livre pour son mystère. Et je pense que c'est pour la présence du secret. Et il y a quelque chose de très effrayant aussi dans ce tableau, très angoissant, très inquiétant dans ces deux figures, notamment la figure masculine. Et il y a cette atmosphère-là, il y a cet aspect-là dans les personnages de mon roman et notamment dans le père du peintre. Pour ce qui est de Hopper, c'était plutôt du côté féminin. Quand je pense à Hopper, je pense à ces femmes seules. Et donc, c'est la solitude de la femme qui écrit, notamment le je, donc dans la narration alternée. Cette femme qui écrit cette longue lettre à son amour perdu. Mais l'artiste qui a été le plus présent avec moi pendant l'écriture a été probablement Giacometti, parce que j'ai eu l'impression de modeler ce roman comme, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu Giacometti travailler, mais lorsqu'il modèle, il ajoute de la terre et ensuite il la retravaille, il en réenlève et ça se fait indéfiniment. Il construit, il déconstruit, il affine et ça n'est presque jamais fini d'ailleurs. Il faut que son frère arrive et lui arrache ses œuvres en lui disant « Arrête-toi, maintenant c'est fini ». Sinon, lui continuerait indéfiniment, redéferait, détruirait, recommencerait. Mais j'ai eu vraiment l'impression de construire ma structure, d'apporter de la matière, l'ossature d'abord, ensuite d'apporter de la matière et de constamment modeler mon texte. Et ça se ressent, j'imagine, probablement dans mon écriture. En tout cas, c'est mon souhait. Ça se ressent très fortement puisque même moi, cette semaine, en le relisant à nouveau, j'ai pris conscience encore plus de la structure de ce roman. Là, on en parle en faisant quand même quelques mystères parce que tu as réussi aussi dans ce livre à avoir
un effet final de révélation. Il y a quand même des choses qu'on apprend ponctuellement, et c'est pour ça que là, il y a quelques petites choses qu'on n'annonce pas tout de go, mais il y a des choses qu'on apprend vraiment au fur et à mesure des pages, et puis jusqu'à la fin du livre, il se passe quand même des événements qui vont faire qu'on est soit anéanti, soit heureux, soit vraiment... et ça, tu l'as réussi grâce à cette structure qui était sans doute depuis le début très bien amené. Enfin, ce squelette est vraiment auquel il ne manque aucun os, quoi. Oui, j'ai énormément travaillé sur la structure et le jeu de miroir et d'écho qui se crée entre ces deux récits. Parce que le mystère est au cœur, le secret, comme on disait, le mystère, le besoin de comprendre. Et il y a quelque chose qui me fascine aussi, c'est dans la vie, et c'est ce qui se passe dans l'art, c'est-à-dire qu'on va aller voir une œuvre, et tout à coup, quelque chose, on peut la voir une journée et ne rien ressentir, on peut la voir 2 ans plus tard et en éprouver une émotion intense. Et il y a parfois dans la vie des petits éléments qui se répondent ou auxquels on devient sensible et qu'on est capable de percevoir ou de recevoir, et qui vont nous aider à être plus humains, plus intelligents, à désépaissir notre sensibilité, ce que fait l'art ou ce que fait la littérature. Et donc, la construction pour moi était importante parce que je voulais qu'on fasse ce travail-là en lisant, qui est ce travail qu'on fait face à une œuvre d'art, de petit à petit se laisser happer par l'œuvre et percevoir des éléments qu'on ne percevait pas tout de suite et qui vont faire sens, qui vont se relier à d'autres éléments de la composition et qui vont tout à coup construire une histoire petit à petit jusqu'à ce que l'histoire devienne émotion et nous change, nous modifie. Et pour moi, la lecture a ce rôle fondamental qui est qu'on doit sortir d'un livre en étant différent. Je ne voudrais pas qu'on sorte le même ou la même de mon roman. Ça, c'est sûr qu'on n'en sort pas indemne, et pour le moment, d'ailleurs, tout ce qui a été dit sur lui, il y a eu un article dithyrambique dans le Matricule des Anges, qui est quand même une belle référence en critique littéraire, ainsi que dans d'autres journaux. Je ne suis pas là pour en faire tant. Bon, mais vraiment, en tout cas, je veux dire, on sent vraiment que ce roman ne laisse pas du tout les gens indifférents, et donc ça ne tient pas simplement à la forme, mais aussi à ton style, enfin, qui est à la fois extrêmement fluide, qui est très poétique, qui est subtil. On sent les choses qui sont... on entend les silences, en fait. On entend à la fois dans la délicatesse des gens. Alors, c'est vrai que les personnages sont aussi sont pleins de finesse, cette inquiétude et cette interrogation qu'ils ont. Ils sont pleins de sensibilité et d'émotion. Et ça, c'est retranscrit. Tu l'as vraiment montré de façon assez extraordinaire. Je crois que si je n'avais pas écrit un roman, j'aurais écrit de la poésie. Je lis beaucoup de poésie et la poésie s'approche pour moi encore plus près que le roman de l'émotion artistique. Donc, j'ai voulu, en écrivant ce roman, je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais j'ai voulu offrir cette expérience-là qui est d'avoir des phrases, des images, des tournures, des associations de mots qui sont de l'ordre de la poésie. Non pas, je ne veux pas effrayer les lecteurs, c'est pas du tout un poème, et ça n'est... c'est un ouvrage tout à fait accessible et un langage simple. Mais il était important pour moi, si je parlais d'art, d'être capable de créer cette émotion qui est plus de l'ordre de la poésie que de la prose. Donc oui, et le fond et la forme, on en revient à Alberto Giacometti, et à son travail, et au fait qu'il était là quand j'écrivais et que je travaillais. Finalement, j'écrivais ce livre comme j'aurais peint un tableau ou modelé une sculpture. Le fond et la forme étaient absolument indissociables, et particulièrement, je ne sais pas si elle le sera toujours autant dans mon écriture, mais dans ce roman-là, elles sont absolument indissociables, particulièrement évidemment dans la narration du peintre, parce qu'il est aussi sa façon de... on est quand même dans une focalisation interne, même si c'est un il. On accède par sa partie, par son histoire, à aussi sa façon de voir le monde. Et donc, la langue que j'utilisais et la façon dont je décrivais
son histoire devait être une façon d'accéder à sa sensibilité, à son monde et aux barrières auxquelles il se confronte, aux murs auxquels il se heurte en permanence et qu'il essaye, pas de contourner, mais d'abattre. Voilà. Absolument. Je ne sais pas si c'était un peu abstrait, non Non, c'était tout à fait clair. J'allais dire, est-ce qu'on a presque envie, en le relisant, je me suis dit, j'ai envie d'en prendre des morceaux et de le faire partager peut-être. Tu veux qu'on en lise un passage? On peut en lire un passage? On peut lire peut-être une page du prologue? D'accord. Alors, tu fais « il » et je fais « je ». D'accord. Donc, il faut expliquer quand même que c'est le début. Donc, le début, le roman commence par 2 prologues. Donc, Isabelle va lire le premier, je lirai le second. La toile écume sous les coups de son pinceau. Un flot en nuances de vert brouillé par les vents. Une chape épaisse agitée de courant. Sous sa pression, la paroi s'ouvre sur une image, un jardin. Il y force son chemin, aveugle et voyant à la fois. Le grain de la toile, la pâte sortie des tubes deviennent écorce, tiges, herbes, feuilles, mousse. Au centre de ce jardin, une silhouette. Il n'y en a encore jamais eu dans ces paysages. Il croit d'abord à un jeu de la lumière, fruit d'une percée mouvante du soleil parmi les arbres, mais la forme se dessine. Une femme marche vers lui. Les ombres de la végétation la dissimulent encore sous un manteau de taches sombres. Son visage, encadré de longs cheveux, reste à demi caché par la courbure d'une palme. Sa main s'est levée pour la repousser, mais le geste, resté suspendu, masque ses yeux. Il devine sa bouche. Il suit le tracé de ses lèvres. L'impatience le rend malhabile. Il sait que ce n'est qu'un début. Viendra le moment où ses lèvres s'ouvriront pour lui murmurer leurs secrets. Il sait que les yeux, à leur tour, sortiront de l'ombre. Alors peut-être aura-t-il trouvé ce qu'il cherchait. Elle, prologue. Lorsque je rêve, lorsque je suis éveillée, seule ou accompagnée, à une terrasse dans un jardin, je ne cesse de te croiser. Je te vois devant moi, un instant vivant, avant que la réalité ne revienne s'imposer pour te voler à moi une nouvelle fois. J'ai lutté pour te retrouver de toutes mes forces. L'espoir m'a fait vivre. 1000 fois. 1000 fois je me suis levée, convaincue que ce serait aujourd'hui. 1000 fois mon cœur a bondi, croyant t'apercevoir. 1000 fois je me suis couchée, en voulant croire que ce serait demain, le jour où je te reverrai. J'ai embaumé jusqu'au plus petit souvenir. Il m'est arrivé de douter. Douter de te reconnaître, ton front, ton nez, ta bouche, beau front, nez cancan, bouche d'argent, menton fleuri, mon tout amour. Mais ton regard, non, il n'aurait pas changé. Ton regard, je le reconnaîtrai. Difficile de parler, j'ai plus pouvoir le dire à quoi que ce soit après ça. C'est dur de lire ce qu'on a écrit. Ah, ouais. Okay. Merci Lucie, c'est vraiment intéressant et je pense que peut-être qu'il y a des questions qui vont arriver aussi de la part de... Je suis là, je suis de retour. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique tout à l'heure. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très bien. Très bien. Oui, il y a des questions. Il y a Cécile qui a une question à poser à Lucie et une question à Isabelle. Alors, on va commencer par la question pour Lucie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire en exil? Est-ce que ça joue dans l'écriture ou pas? Exil, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas si loin que ça quand même. Bonjour Cécile. Excellente question, c'est la première fois qu'on me la pose, mais c'est une question que je me pose souvent à moi-même. Ça rend la chose beaucoup plus aisée, pour ma part, hein, je ne peux répondre que pour moi. Ça rend la chose beaucoup plus aisée. Je ne pense pas que je pourrais écrire. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, je pense que j'aurais beaucoup de mal à écrire à Paris. Donc, écrire en exil, je pense souvent à Beckett qui écrivait dans une langue étrangère, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense à lui parce que la part de l'inconscient était importante et je crois que c'est de cet ordre-là. Écrire en exil est plus facile. Non pas tant pour la distance que ça crée avec la matière qu'on exploite lorsqu'on écrit, mais je crois plutôt c'est de l'ordre de l'autorisation qu'on peut s'accorder d'écrire. Je recommande à toute personne qui voudrait écrire
Non, et tous les écrivains ne fonctionnent probablement pas comme ça, mais j'ai trouvé ça libérateur. Je pense que je n'aurais pas écrit si je ne m'étais pas exilée, et le terme d'exil, je le revendique tout à fait. Il est très bien choisi. Voilà. Alors, Isabelle, une question très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libraire française à Londres? Parce que c'est un peu mystérieux pour nous, lecteurs français. Est-ce que les livres demandés sont les mêmes qu'en France? Et qui achète dans une librairie française à Londres? Des Anglais, des Français? Alors là, on sort un peu de notre sujet de ce soir, qui était vraiment tout tourné vers Lucie, mais je suis... C'est intéressant aussi de savoir ça. Pardon? C'est intéressant de savoir justement. Oui, bien sûr. Il y a toujours eu une librairie française à Londres parce qu'il y a toujours une petite communauté francophone qui est tournée bien sûr pour tous les francophiles et francophones de Grande-Bretagne. Nous, oui, bien sûr, c'est une librairie généraliste, donc on vend bien sûr les nouveautés quand elles sortent et on a une sélection qui est souvent plus tournée par les préoccupations qu'on peut avoir quand on est dans ce pays, donc selon son actualité politique ou bien selon son environnement, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on s'adresse à la fois à des gens qui connaissent bien ce qui se passe dans le monde de la littérature française, et on s'adresse aussi à des gens qui ne la connaissent pas mais qui veulent la découvrir. Donc en fait, on a vraiment cette double casquette, ce double rôle en fait de répondre à une demande, mais énormément aussi de faire découvrir ce qui existe. Parfait. Alors on va revenir à Lucie. Il y a un message pour vous, Lucie, de Sylvie, qui est libraire au rayon littérature de la librairie Bisset à Mulhouse, qui est partenaire ce soir avec nous, et qui dit qu'elle a été particulièrement fière de défendre et de conseiller votre livre pendant le confinement. Et elle pose la question, à quand le prochain? Merci beaucoup Sylvie, je suis très touchée, c'est frustrant de ne pas vous voir. J'espère qu'on aura l'occasion je suis sûre qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt. À quand le prochain? À très vite, j'espère. Il est en route. Il est en route et il est très vivant et il est, je crois, je crois qu'il y a des correspondances avec le premier. Il est encore en gestation, donc il est difficile pour moi d'en parler, mais j'espère ensuite, ça dépend de l'éditeur aussi. Mais peut-être dans 1 an et demi, je ne sais pas. Normalement, il faut attendre 2 ans, je crois, entre deux romans. Mais j'y travaille d'arrache-pied. Enfin, c'est plutôt qu'il m'accompagne et il est là. Et je sais déjà que c'est un compagnon qui me plaît et qui, en tout cas, m'occupe beaucoup. Voilà, donc très bientôt. Non, je ne m'arrêterai pas là, ça c'est certain. Alors, il y a aussi quelqu'un qui est là de la librairie Bisset qui s'appelle Luc Vadmeyer, je ne sais pas si vous le connaissez. Il voudrait savoir de qui est le très beau tableau qui se trouve derrière vous, Lucie. Ah! Alors, lequel? Le grand? Oui, le grand, là. Oui, je pense que c'est le grand, voilà. Alors, il est d'un ami, on ne le voit pas très bien, malheureusement. Parce qu'il fait beau à Londres, donc il y a du soleil. Voilà. Alors, il est d'un ami qui s'appelle Marc et dont je vous enverrai les coordonnées si vous voulez. Attendez, et voilà, donc c'est un tableau qui, pour moi, c'est intéressant que vous en parliez parce que c'est un tableau qui exprime très bien ce dont je parle en écriture, et parce que c'est un tableau qui est comme un palimpseste et c'est un artiste qui travaille un peu avec des couches différentes et qui a la capacité de laisser enfouies des choses qu'on perçoit néanmoins. Et je pense que mon roman, pardon, Le soleil, les nuages passent à Londres, mon roman est un peu comme ça. Mais je vous enverrai, on se rencontrera et je vous donnerai toutes les informations sur ce peintre. C'est un peintre extrêmement talentueux. Voilà, c'est difficile d'en parler parce que c'est un tableau que j'aime beaucoup. Donc, quand on parle de quelque chose d'un peu intime, c'est toujours plus difficile. J'espère que j'en ai parlé relativement suffisamment bien pour ne pas trahir
le travail de cet ami. Alors, il a une autre question, Luc. Matisse disait « Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture ». Pensez-vous à la réversibilité de cette proposition? Et la littérature, dans le cas de votre roman, sert-elle à autre chose qu'à la littérature? En l'occurrence, diriez-vous qu'elle sert la peinture? Absolument. J'espère. Les spécialistes pourraient le dire mieux que moi, les spécialistes de l'ekphrasis, c'est-à-dire de la capacité de la capacité de parler de la peinture en mots. Oui, j'ai pour ambition, et ça a été mon travail, j'ai travaillé donc dans le secteur culturel, que ce soit dans les jardins ou dans le jazz, et j'ai pas moi-même, mais les mots servent ont deux fonctions, essayer de rendre intelligible, non pas seulement pour les communiquer, mais pour nous-mêmes, des choses qu'on ressent ou qu'on explique, mais il s'agit aussi de les partager, et c'est dans mon travail dans le secteur culturel, vraiment ce qui a été le fil conducteur de mes diverses activités a été le souci de faire partager la culture et l'art, que ce soit la musique, les jardins ou maintenant la peinture, à des gens qui n'y sont pas forcément sensibles ou qui ont peur de ne pas comprendre ou qui ne se laissent pas forcément facilement apprivoiser. Et j'aimerais énormément, je pense que la plus grande joie que pourrait me procurer ce roman serait de dire que certaines personnes ont mieux compris. J'ai des gens qui m'ont dit « Je ne suis pas un gros lecteur et j'ai aimé la littérature grâce à ton livre ». J'aimerais maintenant qu'on me dise « Je ne suis pas un grand amateur de musées, mais j'ai aimé aller dans des musées et fréquenter des œuvres d'art grâce à ton livre ». J'espère avoir répondu à votre question, Luc. Alors, il y a un message aussi de la deuxième librairie qui est partenaire ce soir, qui est la librairie aux Lettres de Montmoulin à Nîmes. Aux Lettres de Montmoulin, les lecteurs ont beaucoup apprécié la grande sensibilité et la poésie des cœurs inquiets, tout particulièrement pendant le confinement. Ils ont beaucoup aimé la construction en miroir. Donc ça, c'est le message de la librairie. Il y a aussi un autre message pour vous qui est de Florence, qui a hâte de lire votre... Alors, elle vous tutoie, donc je vais coller. Hâte de lire ton livre où je trouve les si jolies sonorités de ton écriture. Voilà, vous avez un message de Florence. Merci Florence. Alors, on va revenir en arrière. Il y a Marc qui avait posé une question. On ne sait rien de vous, c'est votre premier roman. Pourquoi l'avoir écrit maintenant? C'est une excellente question aussi, un peu privée, mais plusieurs choses. D'abord, il faut la disponibilité. Donc, il y a un aspect très pratique qui est la disponibilité matérielle, pouvoir se le permettre. Donc, moi, la vie m'a offert ça donc, j'ai eu une année où je me suis dit je peux le faire, donc je me suis lancée. Ensuite, il faut la disponibilité intérieure, qui est probablement la plus difficile à acquérir, mais je me sentais prête. Et voilà, donc et puis il faut la maturité, pour moi en tout cas. Et c'est pour ça que je tenais à mettre ma date de naissance sur la 4e de couverture, parce que c'est un premier roman, mais c'est un premier roman de la maturité. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et je ne pense pas que j'aurais pu dire ce que je dis, j'en suis certaine même. J'ai énormément d'admiration pour les auteurs. J'ai grandi environnée de livres. J'ai toujours été un peu intimidée, je le suis encore, par les auteurs, les écrivains et par les livres eux-mêmes. J'ai beaucoup de respect. Je crois que il faut une grande audace et un peu de vanité pour se dire j'ai quelque chose de suffisamment intéressant à dire pour pouvoir le partager, oser le partager à d'autres. Et je crois qu'il faut du temps pour se sentir prêt pour ça. En tout cas, dans mon cas, il fallait que je me sente suffisamment solide dans ce que j'avais à dire et être certaine d'être capable de le dire à un niveau d'exigence qui méritait que je demande aux gens de passer du temps à me lire. Voilà. J'ai beaucoup de respect aussi pour les lecteurs et je vous remercie tous ceux qui lisent mon roman parce que c'est du temps. Je me rends compte que je vole un morceau de votre vie en vous imposant mon voyage et j'espère qu'il devient le vôtre. Mais quand vous sautez le pas et que vous prenez le risque de le lire, vous ne savez pas encore s'il deviendra vôtre. Voilà, donc merci. Mais en effet, il a fallu, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage d'écrire à 20 ans. J'ai toujours écrit, évidemment, mais de là à écrire un roman et à se dire je vais le poster,
et peut-être tenter qu'il soit publié, c'est tout à fait autre chose. Et est-ce que maintenant vous vous sentez auteur? Je me sens écrivant, au sens de je me sens constamment en train d'écrire, et ce qui est une joie immense et un luxe, un privilège. J'ai l'impression d'avoir décroché le job de mes rêves, d'être passée par plusieurs autres pour trouver le bon. J'ai l'impression qu'il était toujours là et qu'il m'attendait et que je savais qu'un jour j'irais le trouver ou le rencontrer. Mais je ne me sens pas, je ne suis pas sûre qu'on puisse se sentir, peut-être dans quelques romans plus tard, je me sentirais écrivain. Non, mais je me sens écrivante. Oui, je me sens écrivante. Et c'est un sentiment délicieux. Il y a Christine qui rebondit sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je l'ai posté. Ça veut dire que vous l'avez envoyé par la poste à Gallimard, Oui. le manuscrit? D'accord. Oui, comme quoi je suis la preuve vivante que ça marche. Donc, oui. Pardon, vous l'avez envoyé qu'à Gallimard ou vous avez fait un publipostage à plusieurs? Non, je l'ai envoyé à 3. D'accord. Je l'ai envoyé à 3. Il y en a un dont je n'ai jamais eu de réponse. Il y en a un qui l'a pris tout de suite, en un week-end. Et le lundi, il m'appelait. Et ensuite, Gallimard m'a appelé peu de temps après. Voilà, mais posté, oui, 5 rue Gaston Gallimard dans une enveloppe. J'ai encore la photo de mes amis quand je l'ai imprimé au Copytop anglais, la version anglaise, qui ont pris une photo en disant le jour où il sera publié. Et évidemment, on rigolait, on n'y croyait pas. Vous l'avez posté de Londres, en plus? Je l'ai posté de Londres, oui. Je l'ai posté de Londres. Oui, j'y croyais tellement peu que, de toute façon, mais c'est un sentiment bizarre. C'est vraiment une bouteille qu'on lance à la mer. Mais comme quoi ça marche, les éditeurs, et je ne sais pas si mon éditeur écoute aujourd'hui, mais je voudrais le remercier parce que d'abord, il fait un travail énorme, considérable de lecture, et il a fait un travail ensuite considérable d'accompagnement des derniers maîtres pour transformer ce manuscrit qui n'était qu'un manuscrit en livre. C'est tout à fait autre chose que vous avez entre les mains. C'est un objet fini et il s'est fini, il a pris sa forme définitive grâce à mon éditeur Benjamin. C'est vous qui avez choisi le bandeau, qui est sublime d'ailleurs, sur votre livre ou pas? Non, c'est Antoine Gallimard qui l'a choisi. Un beau privilège. Oui. Parce qu'il est très beau. Il est très beau, c'est l'atelier de Cézanne à Aix. Que je n'ai jamais visité et j'avais envie, on en avait parlé beaucoup avec Benjamin, mon éditeur, et on s'était dit qu'un atelier d'artiste serait la bonne image, mais on n'arrivait pas à trouver le bon. Et c'est Antoine Gallimard qui a imposé celui-là, voilà, et on en a été ravis. Il a bien fait d'imposer parce qu'il est magnifique. Oui. Donc moi, je n'ai plus de questions parce que vous avez répondu aussi pendant votre entretien à certaines questions. Donc je ne sais pas si Isabelle a une autre question à poser à Lucie avant qu'on passe au conseil lecture, je ne sais pas. Peut-être une dernière question. Lucie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Est-ce que moi j'ai une question qui m'intrigue parce que c'est aussi une question de libraire. Est-ce que quand on écrit, on arrive à lire en même temps ou est-ce que tu es tout absorbé par ton écriture? Il y a plusieurs phases. La phase de découverte de mes personnages et de mon histoire est une phase où je ne peux pas lire. Ce qui est bizarre pour moi parce que je suis une grosse lectrice. Ou alors je peux lire peut-être des choses très très éloignées ou très différentes. En fait, je lis constamment, donc je lis probablement dans cette phase, mais ce ne sont pas des lectures qui me marquent. Ensuite, une fois l'histoire advenue, une fois les personnages formés, sortis de leur brouillard, oui, alors là, j'ai une fringale de lecture. J'ai une fringale de lecture parce que j'ai l'impression que ces personnages font partie d'une famille plus grande d'autres personnages que j'ai croisés dans mes lectures et qui ont vécu des choses qui sont similaires, qui résonnent ou qui vont… C'est un peu comme si tout à coup mon livre allait dialoguer avec d'autres livres. Et dans ces cas-là, c'est les moments où en général à la librairie La Page, vous me voyez débarquer à demander est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, et voilà, à passer mes commandes et à être impatiente de les recevoir parce que, mais ce sont vraiment, et c'est là où c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant et que je ne connaissais pas en tant que lectrice, à quel point les livres dialoguent entre eux, et
en fait, les livres dialoguent entre eux. Donc, je lis beaucoup dans cette période-là. Et ensuite, quand j'ai fini, quand je suis en période de réécriture, qui est aussi une période très importante, là, je suis libre de lire complètement autre chose et de me laisser prendre à nouveau. Et je peux relire du Dostoïevski ou des choses qui vont me happer, ou du Kafka ou des choses qui vont me happer et m'emmener dans un univers complètement différent. Oui. Donc, mais il y a des phases, en effet. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une telle joie de libraire de pouvoir connaître ces auteurs avant, parce que Lucie, en fait, on se connaît depuis avant cette sortie de livre. Et c'est vraiment une immense joie d'accompagner tout ce chemin de roman. Merci beaucoup. Merci. Mais non, il faut que j'en profite moi aussi pour te remercier, parce que c'est vrai que tu as été là à tous les moments du début. Je vais peut-être écrire un roman. Il va être publié chez Gallimard. Voilà, donc ça a été... tu as joué un rôle très important. Tu joues un rôle très important dans mon travail d'écrivain en tant que libraire. Et le confinement m'a révélé ça. Bien sûr, je le savais déjà, mais l'a rendu plus évident encore à quel point le livre, bien qu'il soit un objet de solitude quand on l'écrit et même en tant que lecteur, il est aussi un outil de lien extraordinaire. Et c'est ce que je trouve très beau. J'aime beaucoup le partage de livres, j'aime beaucoup les moments à la librairie, et c'est ce que vous faites très très bien à la librairie La Page à Londres, qui est celle que je connais le mieux évidemment. Mais je suis toujours émerveillée de votre capacité à rendre les livres et la littérature généreuse. Et je crois que c'est ce qu'elle doit être. Merci à toute l'équipe de Page. Il y a un dernier message qui vient d'arriver, mesdames. Quelqu'un qui dit merci, quelle émouvante rencontre. Mon peintre de mari dit qu'il va se jeter sur le livre. Donc, vous avez été assez convaincante. Moi aussi, j'ai envie de lire, parce que je ne l'avais pas encore lu, ton livre, Lucie, mais vraiment, on a envie de lire. Donc, ça, c'était le dernier message, qui est très beau. C'est vrai que c'était émouvant de vous entendre dialoguer. Voilà. C'est vrai que nous, les libraires, on est souvent le lien privilégié entre l'auteur et le lecteur, mais là, on voit qu'il y a quand même une symbiose qui est assez forte. Lucie, avant qu'on se quitte et qu'on fasse un conseil lecture, est-ce que tu as un conseil lecture à faire à nos amis lecteurs qui nous écoutent? Oui, et ben justement, on parlait de liens et comment les livres nous relient entre nous, hommes. Et voilà, et c'est un livre qu'un ami m'a fait redécouvrir il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle donc La Côte sauvage, je pense que vous le voyez dans le bon sens, de Jean-René Huguenin, qui était un auteur prodige qui s'est tué malheureusement à 26 ans. Et ce livre a été publié en 1960. Et je l'ai relu, je l'avais lu à 15-16 ans. Ma cousine me l'avait fait découvrir et j'en avais été bouleversée. Ça fait partie de ces lectures d'adolescence qui vous marquent. Et de le redécouvrir à 30 ans plus tard, j'y ai retrouvé à la fois j'ai retrouvé mon adolescence et j'y ai compris aussi ma maturité. Et donc, on parlait de liens. Liens d'abord parce que ça a été un objet c'est quelque chose qu'on a partagé avec moi et que je continue donc de partager. Mais un lien aussi entre les différentes périodes de la vie. Voilà. Donc, Jean-René Huguenin, La Côte sauvage, à part son journal qui est passionnant, qui m'attend à la librairie La Page d'ailleurs, que j'ai commandé et dont je connais quelques extraits déjà. Mais c'est un très bel ouvrage, tout dans une relation entre frères et sœurs, tout en modification imperceptible des sentiments et beaucoup aussi, ce que j'aime, on l'aura compris, en silence porteur de messages et de sens. Voilà, des silences qui sonnent fort. Avant de passer la parole à Isabelle, il y a des lecteurs qui demandent, est-ce que Lucie, c'est prévu que tu viennes en France faire des rencontres dans des librairies ou pas? Dès que les rencontres en librairie ont repris, j'ai hâte. J'en rêve de vous rencontrer, de voir enfin les gens qui me lisent plutôt que de voir mon écran d'ordinateur. Donc, j'espère bien. Ouais. Isabelle qui dit aussi que c'est un très bon livre, qui est très bien construit et qu'elle recommande à tous. Donc maintenant, on va laisser la parole à la libraire, l'autre Isabelle, qui va faire son conseil de livre, si elle veut bien. Isabelle? Bien sûr. Alors, moi, c'est tout à fait inattendu. Je suis tombée un peu par hasard sur ces petites proses de Michel Tournier. C'est délicieux.
plein de petites perles dont on a l'impression qu'elles sont assemblées sur un collier, qui sont plutôt toutes de taille et de couleurs différentes, qui peuvent être très drôles et qui s'appellent soit mains, cheveux ou éloge de la chair dolente. C'est absolument délicieux à lire dans le désordre, c'est plein d'humour et j'aime énormément Michel Tournier. Et alors en 4e de couve, j'ai lu cette phrase qui m'a tellement fait, Lucie, penser à ton peintre. Il y a un signe infaillible auquel on reconnaît qu'on aime quelqu'un d'amour, c'est quand son visage vous inspire plus de désir physique qu'aucune autre partie de son corps. Son peintre qui est sans cesse dans la recherche de ce visage de femme, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc voilà, Michel Tournier m'a accompagnée ces derniers temps. Encore une preuve que les libraires font leur travail tellement bien, j'ai envie de courir l'acheter. Alors, on va remercier justement les librairies partenaires. Ce soir, il y avait la librairie Aux Lettres de Montmoulin à Nîmes. Il y avait aussi la librairie Bisset à Mulhouse. Donc, chers amis lecteurs, je vous conseille d'aller demain en librairie. Alors, pour les lecteurs de Londres, il faut aller chez Isabelle à la librairie Lapage. Pour ceux de Nîmes, vous allez à la librairie Aux Lettres de Montmoulin. Et pour ceux qui sont à Mulhouse, vous allez à la librairie Bisset. Bon, après les autres, vous avez tous vos libraires de quartier. Il faut aller en librairie acheter Les Cœurs inquiets qui sont parus chez Gallimard. L'auteur, c'est Lucie Paille. Voilà. Merci Lucie d'avoir été avec nous ce soir. Merci Isabelle d'avoir si bien mené cette rencontre. C'était la 70e. Demain, je vais vous redonner la parole, mais demain, on sera là à 19h pour une soirée spéciale littérature avec nos amis du livre de poche. Alors encore mille merci mesdames d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir de Londres où il fait beau. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'était un plaisir de vous avoir et de vous entendre. Merci beaucoup Nathalie. Lucie, je te laisse terminer. J'ai été enchantée de pouvoir partager ce moment avec toi. Je voudrais terminer en parlant à l'Assemblée invisible et en leur disant merci d'être là. Et je vous imagine tous. Et voilà, lisez. Et j'espère que si vous avez lu mon roman, certains l'ont aimé déjà. Si vous le lisez maintenant, j'espère que vous l'aimerez. Mais parlons de livres, parlons de littérature. Et merci beaucoup à Frédéric de Gelt. Merci à vous, Nathalie, et merci à Isabelle.